Mesdames et messieurs, bienvenue pour le premier numéro de la saison 2 de French Big Ballers. Nouvelle saison, mais même coéquipier puisque je suis en compagnie de Nas et d'Adrien. Comment ça va les gars? Moi, ça va très bien. Début de saison un peu délicat, mais pour nous, en tout cas pour les Lakers, en ce qui me concerne, tout va bien, merci. Bien. Adrien, après ton dimanche? Ouais, tout va bien, merci. Et très, très, très heureux de vous retrouver. Et puis en espérant qu'on n'a pas trop rouillé pendant cet été pour reprendre les podcasts avec entrain et passion. Je pense qu'on va avoir de quoi discuter ce soir, puisqu'on va commencer par un récap de ces 7 matchs qui se sont déroulés pour les Lakers. On va rapidement revenir sur ce qui cloche, brièvement. Il y a peut-être 2-3 détails qu'on va pouvoir discuter ensemble. Avant de finir avec les habituels de la rubrique top flop et les petits pronostics. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Je suis prêt. Allez, on est parti. 7 victoires en autant de matchs, une défense intraitable, une attaque ultra efficace, un franchise player qui marche sur l'eau et qui est l'un, si ce n'est le meilleur joueur de la ligue. Voilà le constat que peuvent faire une partie des fans NBA si tant est qu'ils soient supporters de Milwaukee. Du côté de Los Angeles, le constat fait beaucoup moins rêver avec seulement 2 victoires en 7 matchs. Une défense aux abonnés absente, une attaque certes efficace mais qui repose sur le seul talent des joueurs phares et un jeu basé sur la transition. La mise en route est compliquée pour les jeunes et nouveaux Lakers, sans doute liée à la complexité des nombreux systèmes de jeu mis en place par Nick Walton, son coaching staff l'Arizona. Du coup, messieurs, avec une conférence ouest ultra dense et des défaites qu'on va qualifier de regrettables, est-il déjà l'heure de paniquer? Nas? Ouais, alors, moi je vais donner mon avis. Est-il déjà l'heure de paniquer complètement? Je dirais que non. Après, est-ce qu'il faut un petit peu paniquer? Je pense que oui. Je pense que là, sur le contenu, en fait, ce début de saison, je trouve de l'équipe, en fait, je le qualifierais de bizarre. Bizarre parce que autant défensivement qu'offensivement, je trouve qu'il y a des moments où il y a du bon, mais c'est vraiment par intermittence que je trouve qu'à d'autres moments, il y a vraiment du très mauvais, voire du médiocre. C'est pour ça que je dirais que c'est bizarre, parce qu'en fait, c'est finalement pas cohérent. On n'arrive pas vraiment à savoir si l'équipe joue bien, si l'équipe a envie de jouer. Des fois, il le montre, des fois, il le montre pas. Je dirais que tirer la sonnette d'alarme, peut-être au niveau du coaching, peut-être même au niveau de certains joueurs. Mais voilà, c'est début de saison délicat. Adrien? Oui, je partage l'essentiel de ce qui a été dit. Ce que je rajouterais de mon côté, c'est qu'on pourrait voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Alors, si tu le regardes à moitié vide, tu peux dire que tu as un bilan qui n'est pas très reluisant et en plus, on a perdu contre des équipes qui n'étaient pas forcément au top. Tu vois, on perd contre des Spurs et c'est vraiment pas les grands Spurs. On perd contre Houston, qui n'est pas du tout le Houston de l'an passé. On pourrait dire la même chose pour Minnesota, qui était une équipe quand même également dans l'incertitude, et on perd aussi à Minnesota. Donc ça, c'est un peu le fait de voir le faire à moitié vide. D'un autre côté, on a fait 7 matchs, et c'est ça, à chaque fois 7 matchs disputés. Oui, ça c'est vrai. On prend pas de branlée, on est à chaque fois dans les rencontres et à chaque fois on cède en fin de match, enfin du moins dans nos défaites, un peu comme l'an passé. Sauf que contrairement à l'an passé, techniquement, on devrait avoir le mec qui nous aiderait à remporter le morceau. Et c'est justement, je pense, un autre aspect du fait qu'on peut voir le verre à moitié plein, c'est que notre franchise player n'est pas encore tout à fait à son niveau. Donc, motif d'espoir, oui. Motif de paniquer, j'irai pas jusque-là, je trouve ça le terme un peu sévère. Ouais. Mais si, à moins que paniquer veut dire virer ton entraîneur, à ce moment-là, je pense pas que ce soit un mouvement de panique, ce sera plutôt un mouvement de raison. Ça commence déjà. Ok, super. Ouais, on va revenir brièvement sur les 7 matchs qui ont été disputés du coup pour les Lakers. Donc tu l'as dit, défaite à Houston pour le deuxième match, face à Houston pour le deuxième match, double défaite contre San Antonio. Ouais. Je crois qu'il y a 1 point d'écart après prolongation sur le premier, il doit y avoir 4 ou 5 points d'écart sur le deuxième, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et Portland en ouverture, là aussi on était dans le match pendant 3 quarts temps et demi avant de se faire souiller par un Damian Lillard énormissime encore. Ouais. Encore. C'est vrai que quand tu regardes grosso modo notre calendrier pour le moment, la seule défaite regrettable, bien qu'elle soit toute regrettable, j'aurais bien aimé commencer par un 7-0, mais c'est la nuit dernière du coup à Minnesota qui est vraiment dans le dur, avec un Karl Anthony Towns qui était à la rue jusqu'à maintenant et qui s'est un peu amusé hier. On lui a redonné une nouvelle vie. Ouais, et Butler, toujours Butler. Mais voilà, c'est en méforme Minnesota et finalement on perd là-bas, c'est un peu cette défaite, celle-là elle est regrettable, je pense. Je suis assez d'accord. Moi je dirais que pour moi l'une des plus regrettables honnêtement, c'est la deuxième contre les Spurs parce que
Parce qu'autant sur le premier match, je les ai trouvés assez propres. Ils étaient un peu à la rue défensivement par certains moments, mais ils étaient pas non plus extraordinaires. Pour le deuxième match contre les Spurs, franchement, j'ai hyper regrettable parce qu'en réalité, il y avait tellement mieux à faire. Il y avait tellement mieux à faire sur ce match. Je l'ai vu en live et j'étais comme un dingue. Honnêtement, j'étais comme un dingue. Je suis d'accord sur ce deuxième match contre les Spurs parce que je crois que c'est un des rares matchs aussi où on arrive à faire un gros run. Ouais. Tu vois, on est je crois d'être à plus 13, voire même plus 14, plus 15 à un moment, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, plus 11, je crois. Je crois que c'était plus 11, je crois, notre plus gros écart sur ce match. Peut-être plus, je sais plus. Peut-être un petit peu plus, mais et tu vois qu'en face, oui, là, c'est pas exceptionnel, quoi. Non, c'est pas exceptionnel. Comme opposition. Et tu te fais enfoncer, enfin, tu laisses l'adversaire revenir et tu te fais encore défoncer par la franchise player, par la première option, comme contre Minnesota, comme contre Houston, comme contre Portland. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on revit un petit peu le début de saison qu'on avait l'an passé. Savoir que ouais, c'est bien, il y a de l'enthousiasme, on est dans le match, et à chaque fois on se fait faire la nique par le franchise player adverse. C'est frustrant, ouais. Non, mais surtout qu'en plus, contre les Spurs, pour le coup, ce qui nous tue beaucoup, je pense que on perd beaucoup de ballons, à mon avis. C'est ça qui vraiment nous flingue sur ce match. Mais eux, ils étaient d'une efficacité, pour le coup, réellement médiocre. Ils étaient, je crois, à un truc comme 3 sur 15 ou 3 sur 16 à 3 points. Enfin, c'est pas la meilleure équipe à 3 points de la ligue, on le sait. Mais enfin, ils ont quand même l'habitude d'en enquiller. Et voilà, là, ils nous ont laissé littéralement, ils nous donnaient le match, quoi. À certains moments, ils nous donnaient littéralement le match. On n'a pas été capable d'aller le chercher, quoi. Et ouais, on s'est écroulé en quatrième quart-temps aussi un petit peu par moment. Et c'est regrettable en fait. Et c'est une chose, on en parlait en privé. Moi je trouve que dans ces défaites-là, dans le quatrième quart-temps, à chaque fois, on chope pas le momentum. Ouais. On l'a pas. C'est contre Minnesota hier, tu vois, on est à plus 5. On est à plus 5 et à un moment donné, sur un 3 points de Stephenson et t'as 2 actions après offensives où c'est encore le même Stephenson qui fait n'importe quoi. Et là, ça y est, tu l'as perdu, tu vois. T'as perdu le momentum, tu l'as plus et tu sens que voilà, Minnesota revient et c'est compliqué jusqu'à la fin. Ça se joue à 3 fois rien et 3 fois rien, c'est Butler qui l'emporte. Et t'as ça aussi. Finalement, la seule fois où tu l'as eu, ce momentum, c'est le même Stephenson qui te l'apporte contre Denver, qui te remet dans le match et après qui te permet de la vague de faire le trou face à Denver. Ouais. Mais ouais, on n'a pas ça, et alors que normalement le recrutement qui a été fait cette année aurait dû nous amener ça. Offensivement en tout cas, ouais. C'est vrai que offensivement, défensivement, on en a déjà parlé et je pense que ça se confirme un peu aussi, tu vois. Puis on va en reparler, je pense. On va en reparler aussi, je pense. Mais oui, offensivement, c'est sûr sur le papier, on a quand même les arguments, tu vois. On a quand même les arguments pour foutre des gros runs, tu vois, mettre des runs violents. Je veux dire, une équipe comme les Timberwolves, sincèrement, si t'es un peu solide mentalement et solide dans ton basket, t'as moyen de leur foutre 2-3 runs dans le match et le tuer le match, et le tuer avant même le début du quatrième quart. Ils sont pas dans une forme terrible, quoi. Mais bon, voilà, des rotations bizarres, comme ça on va en reparler aussi, je pense. Des systèmes très efficaces, comme disait Clément tout à l'heure. Ouais. C'est l'addition de beaucoup de facteurs en fait qui fait que finalement on n'arrive pas à être tranchant, à être assez tranchant dans des matchs qu'on doit tuer, qu'on doit gagner. Les Spurs et les Timberwolves, vraiment, c'était 2 matchs qu'il fallait prendre. Voilà. J'allais vous proposer justement de passer à la prochaine rubrique qui s'appelle Qu'est-ce qui cloche. Et en commençant par l'attaque, qu'est-ce qui pourrait changer dans cette attaque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui devrait fonctionner qui ne fonctionne pas? Pac, est-ce que tu as une idée selon toi? Qu'est-ce qui pêche? Ce qui pêche, mais d'abord, si on parle de l'attaque, j'aimerais d'abord dire plutôt le prendre d'abord sur l'autre côté, à savoir ce qui va bien. Parce que dans ce début de saison, c'est ce qui va bien, c'est l'attaque. On est passé de la 23e place à l'offensive rating à la 7e. C'est pas rien. C'est un boost quand même qui est important. Et des choses où on se disait l'an passé, on était vraiment faiblard et on pouvait vraiment faire mieux, comme par exemple le jeu en transition. Voilà, là vraiment, on est une très très solide équipe en transition. C'est plus du quart de nos possessions, donc on est le premier de la ligue dans ce secteur-là. Et avec une bonne efficacité de 1,14 points par possession.
Donc ça, c'est plutôt bien. Et ce qui va bien aussi en attaque, de manière très surprenante, c'est juste la stat qui m'a fait rigoler aujourd'hui. On est le centième percentile au post-up. Ouais. C'est totalement inattendu. Et c'est pas c'est grâce à Maggie, hein, non? Eh ben, je vais te dire, non, c'est pas du tout grâce à Maggie qui, lui, est à 0,65 points par possession, ce qui est pas bon, hein, sur post-up. Mais c'est plutôt grâce à LeBron et Ingram qui sont très belles stats dans le secteur. Donc ça, je dirais, c'est pour ce qui va bien. On a quand même amélioré des choses. On a aussi amélioré des choses à 3 points. On en prenait très très peu et avec une réussite pas terrible l'an passé. Alors on n'est pas exceptionnel, mais à nouveau on en remet pas beaucoup. On est dans la moyenne pour ce qui est du nombre de 3 points tentés par match, et avec une adresse médiocre, mais pas aussi lamentable que celle de l'an passé. Oui, donc ça, c'est pour les choses qui vont un peu mieux. Après, comme je disais, la transition c'est bien, mais c'est juste 25% des possessions. Oui, après, tu as 75% de jeux sur demi-terrain qui arrivent, et c'est là où ça va moins bien. Et je dirais qu'en premier lieu, c'est donc le jeu placé, et notamment notre capacité à générer de très beaux tirs sur jeu placé. Mais là, je pense que Nas, tu vas pas me contredire. Ah, pas du tout, non. Je te lance en fait. Hein. Ah, pardon, excuse-moi. Alors, pardon, non, j'avais pas du tout compris. Du coup, alors, moi, par rapport à ce qui va bien, je suis complètement d'accord avec toi pour la transition. De toute façon, sans même reprendre les stats, ça se voit qu'on fait ça bien. Je pense qu'on a aussi des joueurs pour faire les outlet pass, etc. On a aussi des punchers qui montent bien. Je pense à Josh, par exemple, ou à BI aussi, ou même à Kyle Kuzma d'ailleurs. Moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est, comme tu disais, l'absence de système, ou même pas forcément de système, mais au moins de bribes, de rudiments tactiques nous permettant de nous ouvrir quelques tirs. Ce qui me gêne un peu aussi, c'est je trouve qu'on pose pas mal d'écrans, et on pose pas des écrans dégueulasses. Par exemple, c'était l'une des choses que je me reprochais la saison dernière, c'était que nos écrans étaient vraiment, vraiment vilains. Là, cette fois, je trouve que depuis le début de la saison, ça marche plutôt bien. LeBron en pose quelques-uns, il fait ça plutôt proprement, mais enfin bon, on capitalise pas du tout sur ça. Faut dire aussi que on n'a pas les joueurs qui vont être capables de prendre ces 3 points en sortie d'écran direct, même en leur donnant l'espace dont il faut. Je veux dire, Rondo, c'est pas son truc. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. La stat qui fait rire, c'est que en sortie d'écran, on est dans le 0e percentile. Ouais. Ça laisse rêveur. Hein. Ouais, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas du tout. Je veux dire, mais c'est parce que sur le papier, si tu veux, on n'a personne qui est réellement capable de les prendre. Bien, même Ingram, il est pas à l'aise avec des 3 points en sortie d'écran. Il est à l'aise à la rigueur avec des mi-distances en sortie d'écran. Ce qui sont, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pas forcément les meilleures options, les meilleurs tirs, mais à 3 points, c'est le néant en sortie d'écran, et bon, c'est dommage. Mais c'est sûr que par exemple, quand tu vois par exemple quand tu joues contre Portland et que t'as Lillard qui est capable d'en enfiler 4 ou 5 à lui tout seul sur le match, ou même McCollum qui est capable d'en enfiler 2 ou 3 facilement en sortie d'écran, si tu veux, c'est des paniers qui sont entre guillemets gratuits quand t'as les shooters pour les mettre, et ils font du bien, quoi. Et c'est vrai que nous, ceux-là, on les a pas. Et le problème, c'est qu'on n'a pas ça, on n'a pas de 3 points ouvert, créé, si tu veux, par des systèmes, par de la part du mouvement. Je pense que globalement, on a un problème de mouvement, en fait. Et de façon ultime, je pense que tout ça a quand même un rapport de près ou de loin avec les rotations que nous propose Walton depuis le début de la saison. Je pense qu'il y a des accords qui fonctionnent pas du tout. Moi, voir Lonzo et Rondo sur le même terrain, avec LeBron parfois même, genre à 3, je comprends pas le but. Ça paralyse entièrement Lonzo. Et au-delà même du fait que ça le paralyse, ça le perturbe. J'ai l'impression qu'il court un peu de partout et qu'il sait pas vraiment où se placer en attaque. Ça fait un peu peur. Je comprends pas qu'il ait toujours pas compris les mecs qui bossent la tactique à LA, quoi. Dis-moi, pardon, moi mais tu sais, par rapport à ça, je suis d'accord sur la question des rotations et de la compatibilité des personnes est liée à nos soucis en spot-up, enfin sur le shoot au périmètre. Mm-hmm. Mais ça, on l'avait annoncé. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est un gimmick qu'on pourrait répéter dans ce podcast-là, c'est que toutes nos difficultés, on les a annoncées
en juillet, après notre recrutement. On a dit si on prend LeBron James, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix des mecs qui assurent le spacing, c'est-à-dire, mais c'est pas le spacing pour le spacing, c'est-à-dire avoir des gars qui, sans le ballon, peuvent faire quelque chose. C'est ça. Or, le problème de Rondo, moi j'ai rien contre Rondo dans l'absolu, et oui, c'est un immense créateur, il n'y a pas de problème. Sauf que ce mec-là refuse le tir. Le nombre de fois où il va se retrouver, sur la circulation de balle et il va le refuser pour drive et à nouveau la relancer sur quelqu'un d'autre, on en parlait, tu vois, même parfois le fait, même que chez lui, tu vois, la notion de refuser le tir, tu sens que c'est pas naturel, il veut pas. Et sans que derrière, en refusant ça, c'est pas parce qu'il refuse qu'il va trouver un tir encore meilleur. Non, il va ressentir pas de bonne manière, ou alors ça va se transformer en perte de balle. C'est ça. Tu as le même souci un petit peu avec Stephenson, sauf que moi il me surprend, et notamment hier, il me surprend contre les Spurs aussi. Contre les Browns, quand les Browns sortent sur lui, parfois il prend son corner spree et ça rentre. Mais tu sens que le coaching staff doit leur dire, les gars, le tir est libre, vous le prenez. Tant pis, vous le prenez. Tu vois, j'avais peur de ça, par exemple, avec Brandon aussi, qui est sur ses 2 premiers matchs et pas vraiment dans cet état d'esprit-là. Je suis bien plus rassuré par sa prestation hier. Ouais, cette nuit, ouais. Tu vois, ses stats en spot-up sont encore dégueulasses. Hein. Je crois que c'est 0,4 points par possession, donc c'est pas bon. Mais le match qui sort hier est vraiment, vraiment prometteur. Un petit peu dans ce qu'on disait qu'il fallait qu'il se réinvente en joueur off-ball. Mais voilà, on se mal aussi un petit peu, tu vois, dans sa façon, c'est en rodage, tu vois, c'est en rodage. C'est vraiment en rodage tout ça. Et si donc on n'a pas de mouvement, donc si on n'arrive pas à générer de très bons tirs, derrière, il faudrait que tu aies des joueurs qui soient hyper décisifs. Et en isolation, on est mais catastrophique aussi. Tu vois. On était l'année dernière en isolation, on était dans la moyenne, tu vois, au niveau de l'efficacité. Cette année, on est dans le 3e percentile. Ouais. 3e percentile, on le redit pour les nouveaux, pour ceux qui commencent un peu la NBA, c'est-à-dire que 97% des autres équipes sont meilleures que nous sur la dite stat, sur le secteur. Alors, on s'en sort mieux maintenant sur le pick and roll. Et ça, tu le vois, hein, sur des joueurs comme Stephenson, même comme Rondo, c'est un peu un secteur de scoring où ils sont à l'aise. Mais ça fait pas grand-chose. Hein. Ah ben non, mais de toute façon, à la sortie, tu peux pas gagner des matchs en faisant que des pick and roll. Tu comprends, c'est ça le truc, en fait. C'est ça le truc. Et le dernier secteur où je me disais où c'est dommage, à mon avis, où le coaching staff sous-exploite le talent de cette équipe, c'est sur la création. Alors, tu as des joueurs, comme tu disais, hein, on n'a pas assez de mouvement, et la preuve, c'est que dès qu'il y a un peu de mouvement, avec les joueurs qu'on a, ça se répercute sur des tirs avec une très très grosse efficacité. Donc, tu vois, sur les cuts, on en prend pas beaucoup, hein, 6,7%. C'est ça. Mais ça coupe bien, quand ça coupe. Mais quand ça coupe, mais quand on les prend, c'est 1,44 points par possession, ce qui est énorme. T'as des joueurs qui sortent des stats, tu vois, au niveau individuel sur les coupes, c'est fou. Kuzma, j'imagine où il va. Kuzma, 2 points par possession. Ingram, je l'ai pas. Non, Hart, 2 points par possession. Ball, 2 points par possession. Maggie, 1,63 points par possession. Même KCP arrive à avoir 2 points par possession sur les cuts. Donc, techniquement, si les mecs coupent vers le panier, on a les gars pour les récompenser. Donc, il faut insister là-dessus. Et ça, bon, je vais pas incrimer, tu vois, c'est pas pour taper sur Rondo ou taper sur Ball ou taper sur LeBron ou Stephenson. Mais c'est sur les mecs qui dessinent le système. Allez-y, quoi. Lâchez-vous. Vous avez le personnel pour faire ça. Lâchez-vous. Non, surtout qu'en plus, franchement, à la passe, on a des joueurs qui sont capables de les donner les caramels. Je veux dire, LeBron, on sait de quoi il est capable. Lonzo, on sait de quoi il est capable. Rondo, on sait de quoi il est capable. Et puis, ouais, c'est sûr que ces possessions en cut, elles peuvent être vite effrayantes parce que on a finalement des joueurs qui, même si finalement eux créent pas de mouvement et pour des raisons qu'on a un peu citées, à partir du moment où ils se mettent à bouger un petit peu et à bouger, à tenter, à couper, à essayer de se démarquer, etc. Ça crée tout de suite quelque chose et on le voit sur certaines phases de jeu. Clairement, on le voit sur certaines phases de jeu. Donc, ouais. Je vais faire mon fan baskettiste des Nuggets. Et quand tu vois ce que Mike Malone, la pauvre, ce qui est quand même assez pauvre au niveau coaching, ce qu'il arrive à mettre en place avec des intérieurs qui ont du toucher de ballon, mais il ne faut pas faire croire qu'ils ont un meilleur toucher de ballon, une meilleure vision de jeu que LeBron.
Au niveau des coupes avec les arrières, je suis désolé, mais c'est assez scandaleux ce qu'on met en place. Lonzo Ball, toute sa carrière, il a été capable de jouer off-ball et de jouer les cuts. Sauf qu'à UCLA, les ballons, il les avait dans les mains, on lui filait sur les coupes. Et là, je sais pas, absent. On le voit pas, on n'utilise pas cette caractéristique de son jeu. Et c'est pareil avec Hart. Hart, il est capable de finir au cercle parce qu'il est quand même physique. Ouais. Et le mec n'est pas servi dans des conditions qui pourraient, enfin, on n'exploite pas ses capacités physiques. Pas assez servi. Non, pas assez servi, ouais. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que les joueurs sont livrés à eux-mêmes, enfin, du moins, sont livrés à leur propre instinct. Alors, ouais, ça tombe bien. D'accord. Ça tombe bien, t'as des joueurs à l'instinct basketballistique largement au-dessus de la moyenne, voire dans l'élite de ce qui se fait dans la NBA actuelle. Mais c'est pas assez. Alors, tu vois, le matelas de l'instinct élite en NBA, c'est 6,7%. Mais si tu le travailles, ça devient le double, tu vois, comme ce que font les Warriors. Et ça, ce delta-là, pour moi, c'est sûr que c'est le coaching qui est incriminé. En fait, ce qui vraiment, moi, me terrifie un petit peu, c'est que voilà, on sait là où ça va pas. On l'a dit. On sait là surtout où le potentiel peut être un peu restreint. On l'a dit. Voilà, les 3 points sortis d'écran. Ce genre de phase-là, on sait qu'on n'est pas bon. Et ça nous arrive quand même d'en tenter, mais finalement, c'est assez rare. On sait là où ça va bien. Les cuts, par exemple, on l'a dit. Par les stats, mais même pas que par les stats, même en regardant les matchs, il suffit de regarder les matchs pour voir que ça coupe très bien. Donc on a quand même des solutions. On a les cuts. Je pense qu'on a aussi des joueurs qui sont assez intelligents pour dédoubler des écrans, pour libérer un ailier, pour libérer un ailier comme Kuzma par exemple ou comme Ingram, pour qu'il aille se positionner sur une aile et lui servir et qui mette dedans ou pas, mais en tout cas qui tente. Le problème c'est que y a rien. Le problème c'est que comme tu disais, voilà, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. C'est l'instinct mais tactiquement c'est le néant quoi. C'est vraiment le néant sincèrement. Et paradoxalement, c'est le point d'espoir le plus évident pour cette année. Ouais, parce qu'on ne peut que s'améliorer. On ne peut vraiment que s'améliorer. Et on est déjà, comme je le disais, dans la première moitié de tableau au niveau de l'offensive rating. Donc c'est on va dire, le potentiel offensif de cette équipe-là. Non, mais le truc c'est que l'instinct, des fois ça peut me fonctionner. Et puis comme tu as dit, on a des joueurs qui ont un cerveau, un basket IQ qui vraiment dépasse beaucoup de limites. Je pense à LeBron, je pense à Rondo, je pense même à Lonzo, même à Ingram. Ingram a aussi un QI basket qui est énorme, fantastique. Le truc, c'est que quand ça marche, ça marche, et quand ça marche pas, il se passe par exemple ce qui s'est passé avec Rondo quand il a eu son lay-up ouvert. Alors évidemment, c'est un débat, on peut en redébattre pendant des heures et des heures, mais enfin ça, tu vois, c'est la situation typique du basketball instinct qui foire complètement, qui foire lamentablement, parce que tu te retrouves avec Rondo qui lui instinctivement, sans consigne tactique, parce que sincèrement on peut pas me dire, moi j'ai pas envie de croire que Rondo, qu'on ait intimé à Rondo qu'il fallait absolument qu'on joue le 3 points avec 15 secondes restantes sur la montre. Je veux dire, c'est pas possible. Et tu vois, et c'est à ce moment-là que lui instinctivement, je pense qu'il a refusé le lay-up pour la simple bonne raison qu'il voulait absolument sortir sur un shoot à 3 points pour égaliser. Plutôt c'était pour la win ou c'était pour l'égalisation à 3 points, je me rappelle plus. Je crois que c'était pour l'égalisation. Non, c'était pour l'égalisation. Ouais, il mettait les pour faire moins 1. C'est ça. Voilà, ça c'est typiquement une séquence de jeu qui nous coûte un match finalement. Enfin, qui nous coûte un match. On ne saura jamais si ça nous coûte le match, mais en tout cas c'est un gamble instinctif qui est mauvais quoi. Et je trouve qu'à ce niveau c'est quand même assez inadmissible. Alors évidemment. On pourra toujours nuancer en disant beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés, il faut le temps qu'ils se connaissent, etc. Mais enfin là, on est quand même déjà à 7 matchs dans la saison régulière. On va pas non plus attendre jusqu'à janvier ou février pour commencer à paniquer quoi, et à se dire putain mais ces mecs-là ils jouent pas au basket quoi, tu comprends? Surtout d'autant que tu peux rajouter les matchs de pré-saison avant où tu vois la même chose. Tu vois exactement la même chose. Hein. Alors, tu vois, il y a toujours l'argument ce n'est que d'après-saison, mais in fine. Nos limites offensives en pré-saison, tu les vois en saison régulière. C'est à peu près les mêmes. Non, mais de toute façon, l'équipe là, elle est pas prête. Elle est pas prête, sincèrement. Là, on a encore un peu je pense qu'on va se manger encore quelques défaites un peu qui vont faire grincer des dents. Ça, je le sens vraiment venir, quoi. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur l'attaque ou on passe à la défense? Non, je pense qu'on a un peu tout dit. Ça ira, hein. Non, je crois qu'on a déjà un peu tout dit en attaque quand même là. Ouais, donc comme tu l'as dit, Adrien, 7e
à l'efficacité offensive pour les Lakers, ce qui est une marque tout à fait honorable pour une équipe qui commence à se trouver, qui commence à développer du jeu, avec beaucoup de recrues. Et de l'autre côté du parquet, on avait pointé une certaine fragilité offensive, notamment parmi les joueurs qu'on a pu recruter. Ça tend à se confirmer quand même, on est 23e à l'efficacité défensive. Ça, Adrien? Oui, c'est exactement ça. C'est ça. On est très très haut, comment dire, hein. Très très haut dans la défense. Ah, mais on est nuls, mais on est une équipe la plus dure. Et là, voilà, donc ça, c'est la deuxième fois que je vais le dire, on l'avait annoncé. Ouais, on l'avait annoncé en juillet, on a dit, avec LeBron, attention, on va perdre en défense en faisant venir LeBron, donc si vous l'entourez, il faut l'entourer de joueurs qui sont au top en défense. Et on a fait que renforcer ces problèmes-là avec des joueurs qui ne sont pas au top sur la défense au périmètre. Si bien que on est passé de la 13e position au defensive rating à la 23e, et ça se traduit où tout ça? Ça se traduit notamment au périmètre, où l'année dernière, on était la 3e meilleure défense à 3 points, et cette année, nous sommes la 23e. Mais bon, ça étonne qui? De toute façon, je veux dire, on l'avait dit, et puis je pense pas qu'il ait fallu faire un doctorat en NBA pour savoir qu'en recrutant Rondo, Maggie et Stephenson, tu savais très bien, et même Beasley, tu savais très bien que voilà, c'était pas ta défense au périmètre qui allait s'améliorer, quoi. Tu vois, tu savais bien que ça allait être une catastrophe, et le résultat, c'est une catastrophe, sincèrement. C'est un vrai problème. Vrai problème parce que KCP, c'est encore pire que l'an passé, j'ai l'impression. À moins de faire une fixette sur ce pauvre Cantavius, mais j'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Rondo mange tous les écrans et sur le moindre crossover, il est perdu, si bien que tu le vois de plus en plus passer de manière un petit peu feignante sous l'écran, et hier il se fait punir à 3 points il se fait punir à 3 points par Tyus Jones, à un moment où il faut pas prendre 3 points dans le match. Hart est toujours aussi en difficulté en ISO, il avait pris cher de chez cher face à Harden, et je le trouve toujours aussi un petit peu hésitant sur ses appuis au périmètre. Après, à sa décharge, je te coupe, à sa décharge, il doit quand même il guarde très souvent les meilleurs joueurs de l'équipe adverse quand même. Certes, mais il est pas fait pour ça. Tu vois, non, on prend tous l'eau en isolation. On prend 1,2 points par possession en isolation. Que ce soit Hart ou un autre. Oui, c'est ça, oui. On n'a personne au périmètre pour bloquer le jeu en ISO adverse. Peut-être celui qui s'en sort le mieux hier, et ça aussi, ça met peut-être un motif d'espoir, c'est Ingram. Je retiens ça, tu vois. C'est juste une action dans le match, mais son bloc sur Butler dans un moment donné où c'est quand même vachement important d'avoir un stop. Voilà, ça je le retiendrai. Non, et puis il finit à 3 blocs, je crois, même sur le match, qui est quand même bon. Voilà, c'est pas l'indicateur numéro 1 de la défense, on le sait. Mais enfin, c'est toujours ça de prix, c'est sûr. Pour un ailier, c'est quand même pas mal du tout. Et alors, on pourra peut-être aborder la situation maintenant, mais oui, et aussi puisque Clément parlait de nos soucis en ISO, c'est que on a personne pour s'assurer le switch. Oui. Ça switch, Maggie au périmètre, c'est mort. Ça switch, mais c'est toujours aussi. Ça switch, mais c'est mieux. Kuzma. C'est plus que Archimore, quoi. C'est compliqué pour lui au périmètre. Et moi, je regrette qu'on ait laissé partir un certain JR l'an passé, quoi. Pas de JR. Ne citons pas son nom. Il me semblait. On va s'attirer les foudres d'une personne, voilà. J'ai des images, tu vois, de certains JR qui prenaient en ISO James Harden et qui le bâchaient magnifiquement dans le Money Time. Mais cette année, non, on n'a pas vraiment ça, quoi. Cette année, on a Jonathan Williams de Gonzaga. J'avais parlé du match contre Houston où d'ailleurs Kuzma switch, alors qu'il n'y a aucune nécessité de switcher. T'as Lonzo qui est déjà passé au-dessus de l'écran. Et le mec va se retrouver face à Chris Paul ou James Harden et il se fait souiller action après action. C'est pas son jeu. Non. Ouais, à sa défense, t'as beaucoup parlé de la défense en isolation. Adrien, c'est pas le seul problème. J'ai sorti toutes les playtimes qu'on peut retrouver sur le site de la NBA. On est parmi les pires équipes en transition, donc on prend 1,14 points par possession. On est très mauvais sur le pick and roll, que ce soit sur le porteur de balle ou sur le joueur qui roule vers le centre. Ça, on l'avait aussi un peu annoncé, sur le roller. On allait se faire grave. C'est sûr, sur le roller, moi je trouve qu'on est en positif sur le rollman. Sur le roller, c'est sur les 3 matchs, vu que le site ne l'a pas mis à jour, on était à 1,14 points par possession. Parce que on est au 57e percentile sur la défense sur le rollman. Mais si tu as les chiffres, là, donc le pire, c'est spot-up, hein.
Ouais. Mais bon, spot up Spot-up avec LeBron qui défend pas, Kuzma qui défend pas et Magui qui défendent pas, les mecs c'est des plots. Et évidemment, je veux dire, c'est pareil, c'est mathématique, quoi. C'était certain qu'on allait se faire bouffer sur ce secteur. Et je pense aussi que c'est lié au fait que au moindre écran, ça y est, ta défense est déséquilibrée. Ouais, donc tu vois, pour peu que l'équipe en face sache faire tourner la balle et n'est pas trop bête, et donc quand tu joues les Spurs, quand tu joues les Nuggets, quand tu joues même les Wolves au final, même Portland. Portland, tout à fait, même Portland, ces équipes-là savent faire tourner. Donc à la moindre rupture, ils te le font payer. Et donc en spot-up, ça c'est clair, tu le payes cash, et on peut en revenir, et aussi au poste, on s'est enfoncé au poste, je crois que Clément t'as le même chiffre. De tête, je les ai pas sous les yeux, c'était 1,25 il me semble. Ouais, c'est ça, moi aussi j'ai ça, j'ai 1,25 points par possession au poste, c'est énorme, c'est énorme. Normalement, le post-up aujourd'hui en NBA, c'est une des actions les moins rentables en termes de tir, et on prend 1,25 points par possession. Ça veut dire qu'il y a personne qui fait son taf. Et le pire, c'est qu'en plus, là, jusqu'ici, on n'a pas joué des équipes avec des ailiers forts ou des pivots monstrueux qui sont là uniquement pour bourriner le post-up et bourriner le post-up, quoi. Le pire, c'est qu'on n'a pas joué contre des spécialistes, même des mecs qui savent faire que ça, quoi. Donc c'est assez flippant. T'as juste pris Aldridge. Ouais, bon, c'est vrai, Aldridge. Mais après, Aldridge nous joue pas mal à mi-distance quand même, tu vois, je trouve, sur les matchs, tu vois, donc je sais pas. Ouais, enfin, moi je l'ai vu aussi que quand tu lui envoies Kuzma, il sait pas quoi faire sur Aldridge. C'est trop pour lui. Mais en réalité, personne ne savait vraiment quoi faire contre Aldridge finalement. Qui a pu le tenir, Aldridge, sur les 2 matchs? Qui a pu le tenir? Personne finalement. Non, personne. Non. D'ailleurs, c'est Aldridge qui fait gagner le match aux Spurs, sur le premier. C'est Aldridge qui a lui tout seul carry l'équipe, quoi, tu vois. Ouais, il a quasiment Fallout toute l'équipe des Lakers. Ouais, absolument. C'est lui et Rudy Gay sur le deuxième aussi, tu vois. Mais... Ça aussi, c'est un point sur lequel je ne trouve pas toujours inspiré. On fait faute beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et là encore, contre les Wolves aussi, sur le 3e et 4e quart-temps, t'es rapidement dans la pénalité et c'est pas possible. Parce que, à un moment donné, les fondamentaux, je sais pas, maîtrisez-vous. Ouais, non, mais Adrien, tu vois les line-up qu'on aligne, défensivement, il y a que des, je veux dire, hormis à la rigueur Lonzo, mais encore, il a pas été terrible sur les 2 derniers matchs, par exemple. Hormis Lonzo qui parfois peine, qui on a en défense qui fondamentalement est un bon défenseur moi, dans ce 5 qui moi la question que je voulais vous poser c'est alors je sais pas si je déborde sur l'attaque ou si je reviens sur l'attaque mais globalement qu'est-ce que vous pensez de l'apport de McGee en défense? Qu'est-ce qu'on doit penser de l'apport de McGee en défense? Alors tu vas avoir les tics qui vont te dire mais il bloque des ballons, il a des magnifiques stats de bloc, il en bloque beaucoup, machin et tout. Ok, super, mais j'ai quand même l'impression sur quasi toutes les séquences de jeu où tu vois Magui en possession, en défense, t'as quand même l'impression que l'équipe en face va pilonner le ballon sur l'intérieur qui est défendu par Magui, quoi. Et il suffit un ou deux chèques de la part d'un intérieur qui sait un peu y faire. Je pense Aldridge par exemple. Et Magui il est perdu. Le mec ne sait pas défendre. Il mord à la première feinte, il va mordre. Il va partir sur un bloc raté et tu concèdes un panier. Et il en a concédé tellement des comme ça. Donc, alors oui, il a bien bloqué, il bloque, ok. Parce que c'est un peu son style de monter très très haut, etc. Ok. Mais enfin, en défense pure et simple, Magui, c'est les abysses, quoi. C'est nul. C'est vraiment nul. Je sais pas, c'est mon avis après. Moi, de mon avis, on le savait assez limité sur l'intelligence de jeu défensive et c'est là où je revois 2-3 actions où la Marcus le met à l'amende. Non mais il passe pas pour le physique. Mais à sa décharge, Magui ne contre pas que pour contrer, comme on pouvait le reprocher à des pivots volleyeurs, j'appelais ça, des Andre Jordan qui au début de sa carrière sans vraiment défendre. Non, là tu vois qu'il y a quand même un impact dans les stats des Lakers quand Magui est sur le terrain et quand il ne l'est plus. La différence au niveau des shoots encaissés et de l'efficacité de l'adversaire, elle est bien moindre. L'efficacité de l'adversaire est bien moindre quand Magui est au poste de pivot que quand il est en dehors du terrain. Alors évidemment, c'est aussi lié au fait qu'on n'a pas de pivot remplaçant, qu'on a essayé avec Zubac, il s'est pris la marée pendant 4 matchs, qu'on a rappelé
Jonathan Williams pour jouer 5, c'est à peine mieux. Dans l'attitude, c'est un peu plus crédible, mais au niveau des stats, tu vois que c'est la même chose. Voilà. Mais je pense que Magui défend comme on l'attendait, c'est-à-dire que dans la protection. Oui, comme on l'attendait, absolument, comme on l'attendait. Dans la protection du cercle, il est présent, et une fois qu'il va falloir sortir sur les shooters ou qu'il faut défendre au poste, et bien on voit que ça suit plus malheureusement. Mais ça, on le savait en recrutant, on l'avait annoncé que ça allait être très compliqué. Ouais, non, mais Clément, ok, mais là, t'imagines, on va devoir jouer 4 matchs contre Anthony Davis, mais je sais pas comment on va faire. Sincèrement, je sais pas comment on va faire contre un mec comme Anthony Davis, tu vois. C'est 4 matchs sur une saison. Non, tu vas prendre. Contre Davis, contre ces mecs-là, tu vas prendre. Surtout que j'ai regardé ce que font les Pels, et les Pels vont vraiment insister à l'intérieur. Et même, tu parles de Davis, mais même Julius, hein. Quand Julius va commencer à le percuter. Julius Randle, absolument. Tu vois, quand il va le percuter. Tu vois, mais oui, c'est clair. Quand il va le percuter, il va lui faire mal, hein. Mais. C'est sûr. Ouais, là, c'est ou même ton ami Jalil Okafor. Non, mais c'est. Tu vois, tu vas avoir 2 matchs contre Détroit avec Blake Griffin. C'est bon, c'est gagné contre les Pels. Ça va, c'est dans la poche. Le souci qu'on peut pointer aussi du doigt, là on a pointé la protection du cercle, la défense au poste, etc. Mais ça revient un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Adrien, sur les spot-up et sur les sorties d'écran. On conteste finalement assez peu de 3 points, contrairement à ce qui se fait de mieux dans la ligue. Je crois qu'il y a peut-être 10 3 points contestés de différence avec les Warriors. Les Warriors, ils contestent 31 3 points par match, nous on en conteste 21. Quoi. Voilà, t'es en retard. Je sais pas comment. Alors, en plus, j'ai pas l'impression qu'il y ait de. Tu vois, on a connu des années qui sont pas si lointaines où vraiment c'était infamant. Tu vois, ce que tu faisais, ton attitude défensive était vraiment dégueulasse. Ouais. Et je fais référence notamment à un tweet, tu vois, épinglé qui a été qui est assez mythique sur le compte. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est juste que t'es débordé. T'es débordé. Mais t'es débordé. Et c'est l'impression, en fait, qu'on a sur le début de saison. C'est que globalement, on est débordé dans les matchs, en fait. On n'arrive pas à maintenir une sérénité, tu vois, à maintenir un cap, que ce soit défensivement ou offensivement. Tu sais que si l'équipe adverse est capable d'accélérer et ajouter ce petit supplément, tu sais qu'ils vont pouvoir nous bousculer. Tu sais que si en défense, ils se mettent à resserrer un petit peu et à vraiment paralyser ton jeu offensif, tu sais que tu vas paniquer, tu sais que ça va mal se passer. Tu sais quand en attaque, ils vont commencer à accélérer et à appuyer là où ça fait mal, on l'a dit, en post-up, tu vois, Magui, bon, ok, il bloque. Moi, je reste quand même assez persuadé qu'il suffit que tu lui mettes un grand qui sait un peu se bouger, qui a un petit peu de footwork et il est perdu, quoi. Enfin bon, bref, ça je sais pas, on verra comment ça se goupille dans le reste de la saison, mais voilà, c'est cette impression qu'on a, en fait, c'est que c'est brouillon et c'est pas serein, c'est jamais serein, c'est pas serein, et c'est ça qui me fait peur, en fait, finalement. Et là, j'avoue, contrairement à l'attaque, moi je vois pas ce qu'on va pouvoir améliorer. Ouais. Tu vois, c'est pas tu vois, mais oui, mais parce que t'as un roster avec des joueurs, tout le monde les connaît, tout le monde connaît leur potentiel, tout le monde connaît leur ceiling, et nous, notre ceiling défensif, il est pas ouf, quoi. En fait, voilà, ce qui est effrayant, en fait, c'est que ton potentiel défensif, c'est le manque d'adresse de l'adversaire. Point. C'est ça. Tu vois, c'est que le mec qui est aussi limité, les gars, c'est que là, parmi les stats que j'avais relevées, qui a été relevé par le site B-Ball Index, donc de nos amis de Team Crunchy et Jacob Goldstein, il y avait la stat sur les box-out. Et ça fait quoi ce que tu disais, pas quand tu disais qu'on faisait les efforts, mais je pense qu'on manque d'intelligence sur les efforts qu'on fait. On fait très peu de box-out, notamment des extérieurs. On cherche à prendre le rebond, et finalement, tu vois qu'on est dans les dernières équipes dans ce classement-là des efforts au niveau du rebond, à venir bloquer son joueur et pour faciliter la prise du rebond et relancer l'attaque. Là, on est parmi les derniers. Et c'est pas un hasard si derrière on se fait fumer sur les stats, sur les rebonds offensifs, etc. Ouais, mais c'était le cas l'an dernier, ça aussi. Aussi, mais quand tu te dis que tu as quand même des gros rebondeurs, que ce soit t'as pas de mec qui va tourner à 13 rebonds par match au poste de pivot, mais tu vois, LeBron, c'est un rebondeur, il fait ses stats. Lonzo et Hart, c'est des arrières de 1m98, mais qui vont venir te prendre 5 ou 6 rebonds par match. Et finalement, tu te fais soulever sur des deuxièmes chances, c'est quand même assez frustrant. C'est frustrant. Pas 3 points, quoi. Mais comme l'an passé, c'était frustrant. Et tu peux te dire que l'an passé, oui, voilà, tu pouvais compenser avec derrière de la dureté et des rotations très, très agressives. Mais l'an passé, c'était déjà le cas. Tu vois, oui, il y avait Julius, mais
souvent, tu vois, ce qu'on voit cette année, tu vois, c'est le prendre le rebond en collectif, en fait. Tu as toujours 2 ou 3 gars qui se battent, et avec un peu, tu vois, la bonne déviation qui va bien, et un arrière qui va sauter plus vite, et un peu plus vif, tu vas récupérer le rebond défensif. Bon, on a l'habitude, c'est pas idéal, hein, parce qu'effectivement, on est parmi les plus mauvais de la ligue dans le secteur, mais c'est pas là-dessus, tu vois, par rapport à l'an passé, on peut se dire, dommage. Non, mais ouais, moi, je suis un peu, pour le coup, là, je prends le parti d'Adri sur la question, sur le sujet. C'est vrai que défensivement, ça va être dur cette saison, quoi. Ça va être dur à regarder. On va être frustré. On est déjà un peu, je pense. Mais on va être frustré. Je pense que c'est offensivement vraiment qu'il va falloir, qu'on mette 140 points par match et qu'on évite d'en manquer 240, quoi. Je pense que c'est vraiment ça qui va devoir se passer. Enfin, je sais pas. Je vois pas comment d'un jour à l'autre on va avoir, je sais pas, un Magui qui, comme par magie, arrête de se faire grailler sur un premier chèque, ou Kuzma qui est pas capable de switcher correctement sur un écran et qui va se faire bouffer, qui va être en retard, qui va faire faute. Enfin, je veux dire, il y a des choses que tu vois là, que tu les vois dans les matchs et tu te dis putain, mais c'est comme ça, quoi. Tu te dis c'est comme ça et qu'est-ce que tu veux y faire, quoi. Ah non, moi aussi, et c'est pas comme si derrière tu avais des jokers, tu vois, un joueur blessé, ou tu dis, ah ouais, c'est lui qui va changer, tu vois, c'est pas Mo Wagner qui va te changer ta vie non, absolument. Sur ce côté-là. D'ailleurs, tu fais bien de parler de Mo Wagner parce qu'on l'a eu pas mal en mention là dernièrement sur les bilans de nos matchs. Mo Wagner, c'est pas le Messi, non. C'est pas le Messi. Même si on lui donne quelques minutes, il va pas révolutionner notre défense, hein. J'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, je préfère vous le dire. Et puis même sur l'attaque, et même sur l'attaque, si on s'en fie à ce qu'il faisait en Summer League, où il avait pas vraiment trouvé la mire sur la distance NBA, voilà, il faut pas s'attendre à, je sais pas, à Brook Lopez. Ouais, voilà, c'est ça. Sniff. Ouais. Non, mais ouais. Et donc, donc tu vois, en Joker, donc t'as lui, mais voilà, c'est pas lui qui va changer la défense, et il reste Zvi, peut-être, donc l'utilisation de Mykhailiuk, qui, à mon avis, mais tu vois, après Lonzo, est peut-être le seul gars qui pourrait être moins perdu au périmètre que le reste dans nos arrières. Non, mais il n'a pas les faveurs du coaching staff pour l'instant. Il n'a pas les faveurs du coaching staff, en tout cas, pour l'instant, pour le début de la saison. Ah ben non, Lens. Ouais, puis t'as l'efficacité qui suit pas. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, c'est sûr, mais bon, un peu en difficulté là, sur les minutes qu'il peut avoir. Non, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Il joue 3 minutes par match aussi. Non, puis c'est un rookie. Personne ne voyait un rookie d'année, sauf nous en déconnant, quoi. Mais normalement, vu ce qu'il fait pour moi, hein, de ce qu'il montre en défense, rien que pour ça, il devrait passer devant KCP. Pour moi. Ouais. Enfin, petit à petit, je pense qu'il va finir par tomber aux oubliettes, hein, le père KCP, parce que là, ça va vraiment de moins en moins bien. Et t'as un moment donné où il a même plus le niveau d'un joueur NBA, quoi. Il a même plus le niveau d'un joueur payé sous contrat pour jouer en NBA. Donc, il va falloir surtout à voir ce que va faire Walton, parce que du coup, hier, pour la première fois, on a aligné un 5 avec Brandon Ingram à l'arrière. C'est pas la première fois, je crois qu'il l'avait fait la saison dernière aussi, il me semble. Non, mais je veux dire, dans cette configuration avec Kuzma et James. Ce qui fait que, du coup, sur le banc, donc, à part Rondo et Williams, t'as quand même 3 arrières. Stephenson, Caldwell Pope et Hart, à la base, c'est 3 arrières. Pour trouver les minutes aux 3 avec un temps de jeu convenable, surtout que Stephenson, enfin, je vais en parler peut-être un peu plus tard, mais Stephenson fait un début de saison plus que convenable. Je m'attendais pas, hein. Je t'avoue que c'est bref. On en rediscutera plus tard, ouais, mais. Mais ouais, Caldwell Pope, s'il reste toujours dans la même panade, ça va être compliqué pour lui. Tu vois, j'en viendrais presque à être désolé pour lui de comment ça se passe. Mais, Et je vous renvoie au podcast qu'on faisait avant, un peu le podcast de bilan de la saison. On l'a annoncé, hein. On l'a annoncé que Josh pouvait prendre tout à fait sa place. Tu vois, qu'on n'était pas obligé de prolonger KCP. On était absolument obligé de le faire, qu'on avait son remplaçant qui était là. On l'a fait parce que LeBron, mais c'était d'ailleurs pas un excellent choix du FO, malheureusement. Mais enfin, je pense que c'était l'une des conditions tacite pour l'arrivée de LeBron à LA, parce que sinon je vois pas comment objectivement tu peux te dire allez, on va re-signer KCP, on va remplir avec lui alors que le mec était juste nul. Mais oui, comme on avait dit, hein, Josh Hart, il a continué de bosser, en fait. Il a continué de bosser et ça se voit sur le terrain, tu vois. Et tant mieux, moi je suis content pour lui. Je préfère largement de voir Josh Hart sur le court que de voir KCP. Ah oui, largement. Messieurs, est-ce que vous voulez qu'on continue en parlant un peu du coaching, ou est-ce qu'on passe à la rubrique suivante, vu qu'on en a déjà quand même évoqué un peu
On peut en parler. On peut en parler un petit peu. Ouais, il faut qu'on en parle. Je sens un peu chaud. Je sens un peu chaud sur le sujet parce que. On parlait. Moi, si vous me posez la question, c'est vrai qu'on n'a pas encore lancé officiellement sur le compte, mais la campagne. Si on perd contre les Kings, alors là c'est bon quoi. Là c'est bon, lâchez les chevaux et dégagez-moi Luke Walton. Fissa quoi. Vous mettez qui vous voulez et vraiment vous mettez qui vous voulez. Un ami faisait la suggestion même de Kurt Rambis, même vous mettez Kurt Rambis, ça me va, tu vois, mais ça suffit. Maintenant, ça suffit l'escroquerie et on arrête avec ce qu'on voit, parce que c'est pas normal. Pour toutes les raisons qu'on a développées, vu le niveau de talent qu'il y a dans cette équipe, parce que j'ai l'impression, oui, on est un peu frustré, du coup, on n'a pas insisté peut-être sur ça, et notamment, je pense à ces nombreux fans qui nous ont rejoints. Oui, c'est kiffant de voir LeBron. Oui, c'est kiffant de le voir partir en transition, et des coast to coast et de dunker. Oui, c'est kiffant de le voir avec sa vision de jeu et ses superbes passes au sol. Mais voilà, quoi. Au moins qu'il y ait un coach qui puisse piloter cette Ferrari. Et parce que pour l'instant, c'est vraiment pas le cas de Luke. Alors, juste je continue là-dessus parce que toi, tu parlais de Cranji. C'est vrai que c'est un mec qu'on aime bien citer. Et lui, il incrimine plus ses assistants que Luke lui-même. Ouais, c'est vrai. Il a bien chargé Jesse Mermus, par exemple, dans le secteur ou au kiff pour la défense. Mais je veux bien. Mais d'une part, qui les a nommés? 2, qui les a promus, et 3, qui continue à leur faire confiance. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait une prise de conscience au niveau du head coach par rapport aux limites de ses assistants et par rapport aux besoins réels dans l'assistanat. Et au niveau du FO non plus d'ailleurs. Ouais, on dit plus encore, ouais, ça c'est encore notre problème, mais là aussi on a des choses à dire. Donc, si Luke ne prend pas conscience qu'il y a un gros problème à ce sujet-là, ben, je pense qu'il faut tout changer. Il faut tout changer. Moi d'ailleurs, j'aimerais faire un petit disclaimer parce que ce matin, j'en discutais un peu avec un gars qui nous suit, qui nous a mentionné. Alors tout de suite, je pense que les gens vont se jeter sur nous, surtout j'imagine les anti-fans de LeBron, pour nous dire ah ouais mais voilà, LeBron vient d'arriver, vous voulez déjà virer le coach, ok, il a exit Tyronn Lue, exit David Blatt, voilà, blablabla, ok. Sincèrement, il suffit de réécouter nos podcasts, même nos tout premiers podcasts où on soulignait déjà beaucoup de limites de Luke Walton, et encore je suis assez poli en disant beaucoup de limites parce que je pense qu'il y a eu des moments où on s'est même fait énormément critiquer par les gens qui nous suivent, par les fans des Lakers, qui nous trouvaient trop critiques par rapport à Luke Walton. Je me rappelle d'un passage où j'avais dit que personnellement, finalement, Luke Walton, qu'est-ce qu'on sait de lui, c'est son passage aux Warriors où il fait voilà un bilan parfait, mais dont finalement on se rend compte que c'était un peu une fraude quoi finalement toute cette histoire, et on s'était fait. Les stades avancés sont d'une cruauté avec Walton. Dire c'est un des plus mauvais coachs dans le plus mauvais dans l'exploitation du potentiel. Tu vois, il y a. Tu peux couper. Peut-être en parler. Vas-y, je t'en prie, Clément. Non, vas-y. Non, vas-y. Tu dois voir les stats. Non, je les ai pas sous la main, mais donc l'année dernière, ils avaient fait le comparatif. Je crois que c'est Tim Cranji qui avait fait le comparatif sur l'impact que pouvait avoir le coach sur un effectif. Et au milieu des coachs qui utilisaient très mal leur effectif, comme Dave Yorger à Sacramento, il y avait Luke Walton. Et cette stat démontrait que le step-up qu'on avait vu l'année dernière en défense, notamment, n'était pas lié à un renouvellement du front office et du coaching staff par rapport à la défense, à une mise en place de tactique et de rotation, mais simplement au talent des joueurs, à l'apport qu'avaient les joueurs, d'impact individuel, quoi. Et cette année, ça se confirme, du coup, Luke Walton n'a aucun impact, si ce n'est un impact négatif. Je vous jure que cette stat-là réhabilite Byron Scott. Parce que ils ont fait le calcul sur le niveau de talent offensif du roster qu'avait Byron Scott, et c'était le plus mauvais de la ligue. Donc en gros, tu vois, on était les plus mauvais parce que le personnel était très mauvais. Donc tu pourras toujours dire que Byron Scott, il n'a pas réussi à magnifier son roster, mais dans le cadre de son roster était voilà, c'est le contraire. Son roster était bien moisi à Byron Scott. Il avait aussi un peu fait la babysitter de Kobe pour la fin de sa carrière et tout. C'était quand même particulier comme. Mais tu vois quand même ce que je veux dire, c'est que à la limite, bon, tu vois, Byron Scott ne l'a pas bonifié, mais il fait pas comme Walton, qui Walton le rend encore plus mauvais que ce qu'il est. Ah, tu vois, c'est abusé quand même, non? Non, mais carrément. On va se faire, je pense que là on va se faire allumer pour tout ça. Je suis pas sûr. Et tu vois, je suis pas sûr parce que le boulot a été fait. De plus en plus, ça se voit qu'on joue mal. Tu vois, ça se voit qu'on joue pas très bien.
Ça se voit qu'on défend très mal, et à un moment, bon, les gens voient. Et je vois sur Twitter, un peu partout, tu vois, même sur les sites américains, ça y est, quoi, ça commence à gronder. Bah, de toute façon, là, ce matin, c'est moi qui ai tweeté un peu vénère sur Luke Walton et les Acédiques. C'est vrai que je l'aimerais bien le voir pointer aux Acédiques de Villeurbanne. C'est sûr que voilà, j'aimerais bien que ça arrive. Non, mais pardon, ça c'était la partie un peu rigolote. Mais c'est sûr que quand ça répondait à mon tweet, j'ai quand même remarqué d'une manière générale qu'il y avait de l'agacement. Il y avait beaucoup d'agacement. Beaucoup de fatigue, mais malheureusement ça c'était aussi un peu, on en avait un peu parlé, on n'avait pas dit qu'il allait être, moi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi catastrophique ce début de saison de Luke Walton, honnêtement, mais je pense que personne de nous s'y attendait réellement, mais on avait déjà commencé à masser un peu ceux qui nous écoutent en leur disant bon écoutez, nous voilà, le point d'interrogation ça va être Luke Walton réellement, qu'est-ce qu'il va proposer pour cette saison avec LeBron, etc. Et malheureusement, pour l'instant, en tout cas, c'est vide, quoi. C'est nul. Tu sais, je me dis, on devrait faire un montage des actions après time-out, tu vois, dans le quatrième quart-temps. Quand il reste 2 minutes à jouer, il faut vraiment, tu vois, il faut recoller ou passer devant, et tu vois ce qui sort comme système, tu fais waouh. Au niveau des stats avancées, déjà, le nombre de systèmes mis en place par Walton est famélique, et les seuls moments où il aimait, c'est après, comme tu disais, après time-out. Et là aussi, on a une efficacité catastrophique. C'est à se demander qu'est-ce qui marque sur la tablette. Non, c'est sûr. J'ai rigolé quand j'ai fait le live tweet de Houston en disant qu'il écrivait balle à LeBron James. Et je pense que c'est ça, je sais pas. Non, mais c'est sûr. Et puis alors, non seulement en attaque, quand c'est nous qui avons le ballon, c'est pas terrible. Et puis même défensivement, t'as l'impression que tout le monde peut la lui faire, quoi, ce mec. C'est-à-dire que t'as l'impression que le gars, il est rodé, surrodé, et qu'ils savent très bien, que les équipes adverses savent très bien comment jouer une défense de Luke Walton, quoi. Il suffit de voir les Spurs, par exemple. Les Spurs, on se fait tuer par un mid-range ouvert pour Patty Mills. Je me dis, mais putain, enfin, je veux dire, on est les seuls à qui ça peut arriver, un truc comme ça. Non, mais sérieusement, se faire tuer à mi-distance par Patty Mills. Est-ce que c'est déjà arrivé même dans sa carrière à Patty Mills de faire un truc pareil? Et je veux dire, il y a que nous qui sommes assez bêtes pour encaisser des paniers comme ça, qui sont assez, j'ai pas envie de dire bêtes, mais peut-être trop naïfs, je sais pas. Et donc, quand offensivement ça va pas, mais que défensivement t'encaisses tous les paniers sur phase arrêtée, sur les phases un peu chaudes, là, il te reste plus que tes yeux pour pleurer, quoi, tu vois. Là où t'es très friable sur la défense, et là où je sais pas si c'est une question de consigne ou de communication entre les joueurs, c'est sur quand ça switch sans ballon. Tu vois, quand t'as un mouvement, tu vois, de l'adversaire sur le côté faible, et d'un coup, tu vois ça, et là ils savent plus quoi faire. Qui suit qui, machin, et ça se finit souvent en dunk pour l'adversaire. Non, ça. Ouais, puis le truc, c'est que t'arrives dans une NBA, même dans une conférence Ouest, où t'as globalement quand même des coachs qui savent y faire, tu vois. Et c'est pas suffisant, en fait. C'est ça le constat, c'est que c'est pas suffisant. Donc tu vois, la vraie question sur la rubrique là, Clément, c'était pas est-ce qu'on doit parler du coaching ou est-ce qu'on doit pas déjà, tu vois, anticiper, est-ce que c'est pas trop tôt pour anticiper qui doit être le prochain coach des Lakers? On pourra lancer la réflexion si c'est pas aujourd'hui, peut-être le podcast suivant, parce que ça commence à bien faire. Je pense qu'on va reparler des mêmes soucis. Mike Brown, quand on se reverra. Mike Brown s'est fait virer dans des conditions similaires. Ouais. Et puis il avait pas le Brown. On avait pris Mike D'Antoni. Si on pouvait prendre un autre coach à consonance italienne, du côté de San Antonio, juste comme ça, je suis fier. Moi, je préfère la charmante Becky, mais bon, après, ça sera chaud. Est-ce qu'on passe au top et au flop en se réservant de nouvelles critiques acerbes sur Luc pour la prochaine fois? Ouais. Allez, qui veut commencer par son top? Attendez, messieurs, dames, ceux qui nous écoutez, n'hésitez pas à marquer vos tops et vos flops en commentaire pour voir si vous avez les mêmes que Nas, si vous allez allumer Stephenson encore pour rien ou Gary Harris. Le premier qui critique Gary Harris, c'est Bagarre. Allez, top. Qui veut son top en premier? Vas-y. Je me lance et on en a parlé, mais je vais mettre. Ça a été très dur pour moi de choisir un top parce que j'ai pas vraiment un gars à sortir du lot.
tant les joueurs ont été un petit peu inconstants sur ces 7 matchs. Donc je vais mettre Josh Hart. Et je suis désolé. Mais pourquoi je mets Josh? Parce qu'on en avait dit déjà beaucoup de bien l'an passé, notamment sur sa fin de saison. Et il a continué en Summer League sur cette lancée. Et on a vu que la Summer League, c'était pas un feu de paille. Et donc Josh est toujours un joueur très très intéressant pour nous. Et donc je suis content qu'il ait été récompensé symboliquement en intégrant le 5 de départ, même si il est tout à fait aussi logique qu'il sorte du banc. Donc voilà, c'est très bien. Son début de saison est très très satisfaisant. Écoute, moi je voulais mettre pareil, je voulais mettre Josh Hart. Mais du coup, je vais partir sur BI. Je vais partir sur BI avec un moins pour ces matchs de suspension un peu bêtes, mais pour lesquels mine de rien, t'as quand même ce petit charme parce que il se tape entre guillemets pour ses coéquipiers. Tu sais qu'il est là et qu'il est déter quoi. Mais ouais, non, Ingram pour son match de cette nuit par exemple, qui moi m'a beaucoup plu. De toute façon, je suis un gros fan d'Ingram, donc c'est un peu un choix par défaut, parce que sinon j'aurais préféré mettre Josh Hart. Mais tu vois, s'il n'y a pas le match d'hier pour Ingram, limite ça aurait pu être un flop ou un gros motif d'inquiétude. Ah mais je dis pas qu'il sort un gros début de saison, hein. Je dis pas qu'il sort un gros début de saison. Mais c'est de dire combien je suis d'accord avec toi par rapport au match d'hier, où on la retrouve, et même on le trouve dans le rôle qu'il doit prendre. Voilà, c'est ça qui est... Absolument. Et pour mon top, asseyez-vous messieurs. Je sais J'en ai parlé tout à l'heure. Oh non. Si. Après un moins scandaleux l'an passé, il commence déjà, non, c'est possible. Allez, c'est parti. Lance Stephenson, messieurs. Born ready. Alors, autant je l'ai taclé sur le podcast, justement, je trouve, puisqu'on avait ressorti ces grosses carences au niveau offensif et défensif, et on s'attendait à vraiment un poids mort. J'avais tellement espéré qu'on signe Tyreke Evans. Et finalement, Stephenson s'est pris pour Tyreke Evans, puisqu'il shoot à 3 points, il commence à rentrer ses mid-range, et puis en défense, il est loin d'être aussi catastrophique qu'il a pu l'être les saisons passées. Alors, est-ce que ça va durer? Je sais pas. Je l'espère, mais j'en doute quand même un peu. À 3 points, c'est pas un joueur médiocre, hein. Il a jamais été un shooter médiocre. Il a toujours peut-être c'est 30% carrière, hein. 30%. Ouais. Ok, non, je retire ce que j'ai dit. Il y a des saisons bien pourries. Ouais, je retire ce que j'ai dit, alors. Et donc là, pour le moment, il est tac, je l'ai 42%, c'est ça. Donc j'avais bien raison, 42%. Donc est-ce que c'est un feu de paille peut-être? En tout cas, je tenais à souligner que pour le moment, Stephenson est quasi irréprochable sur ce début de saison. Et c'est ça qui est assez effrayant. C'est ça. Moi, je suis pas irréprochable. Parce qu'il y a le match de Denver. T'as le match de Denver en tête. Donc ça fausse peut-être à outrance le bien que tu pensais puis, mais reprends le dernier carton qui sort contre Minnesota et tu vois le côté poulet sans tête, même si j'aime pas trop cette expression, mais parfois le QI est pas là. Tu vois, le choix simple, qu'il faut faire, il est pas là. Il est quand même assez efficace dans ses tirs. Le souci, c'est que là, il est efficace depuis le début de la saison. Il a quoi? Il doit être à plus de 50%, 42% à 3 points. Et mine de rien, en défense, au niveau des stats avancées ou brutes, il est présent. C'est loin d'être l'un des pires défenseurs de l'équipe. Ça, donc je tenais à souligner que, certes, il va te prendre des mauvaises décisions, mais pour le moment, je pense que la balance, elle penche plus sur un apport positif de Lens que l'inverse. Non, mais il montre, comme dit Adri, des signes qu'on avait un peu prédits. Mais c'est sûr qu'il est efficace. Voilà, il est efficace et dans une équipe où finalement l'efficacité parfois nous fait défaut, je dirais que oui, il mérite quand même une petite place de top, franchement. Je vais rajouter un top bis parce que. Allez, ça triche déjà. Allez, ça triche. Je suis désolé. Ouais. Mais en fait, oui. Mon top bis, ça sera, mais ça fait penser par rapport à Lens, c'est l'ambiance du vestiaire. J'ai l'impression que c'est un groupe qui vit bien. Ouais, moi aussi. De toute façon, je les suis tous sur Insta et c'est vrai qu'il suffit de voir les stories de Josh Hart, de Kuzma, LeBron, Ingram, même les commentaires, etc. avec Lonzo et tout. Mais je sais pas, j'ai lu dernièrement qu'il y avait au contraire des problèmes dans le vestiaire. J'ai vu ça un peu aujourd'hui. Ok, écoute, même après c'est au stade de la rumeur, tu vois. Mais vraisemblablement il y a un souci déjà, il y a des soucis déjà de vestiaire entre LeBron et quelques autres joueurs dont les noms n'ont pas été cités. Donc faut voir. Peut-être que c'est que du mytho, je sais pas. LeBron qui d'ailleurs se plaint beaucoup, mais je pense que c'est pour l'instant peut-être pas le meilleur moment pour lui de se plaindre, quoi.
Enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais non, je sais pas. L'ambiance, elle avait l'air bien en début de saison, mais là, tout le monde nous dit que ça fonctionne pas. Donc, faut voir. C'est impressionnant. Les flops, Adrien. Moi, je vais rester sur KCP. Ouais, vous allez dire que je m'acharne aujourd'hui sur KCP, mais c'est quand même 12 millions. Hein. 12 millions c'est 12 millions, putain. Il y avait 12 millions, il y avait mieux à faire avec ces 12 millions. Et à la limite, ne défends pas, mais allez, mets tes 3 points ou fais semblant de faire un truc, je sais pas. Mais et là, il y a rien, quoi. Rien. Moi, j'ai envie de donner mon flop avant que Clément donne le sien. Moi, je me mets Beasley pour mon flop. Je te coupe l'herbe sous le pied, ou pas du tout? Oh putain, il était catastrophique. Ces matchs que j'ai vus en direct ou sur ceux que j'ai vus en différé, c'était pareil. Ouais. Donc, Michael Beasley, mais je pense que ça se passe de tout commentaire, à mon avis. André. Aïe. Et du coup, il faut que je trouve un flop, moi. Et malheureusement, ça va être Ivica Zubac. Alors, la trahison. La trahison. Techniquement, ça tentait tous. Même moi qui étais le plus optimiste, mais je le voyais quand même bien être coupé. Et il est resté dans le roster. Il avait des minutes à prendre puisque Wagner est blessé, puisqu'il n'y a pas de pivot remplaçant. Et tu te dis que les Lakers sont allés chercher un joueur. Il s'est fait grailler par Williams, quoi. Et qu'ils avaient coupé après le training camp. Et pour jouer poste 5, alors que c'est pas un poste 5 non plus. Là, tu dis quand même, là, ça pue sacrément. Ils t'ont cherché un 4 qui est pas très grand, alors qu'on a besoin d'un grand pour le faire jouer à la place de Zubac. C'est pour te dire quand même, genre, à quel point il le trouve mauvais, tu vois. Putain, je sais pas comment il va s'en sortir là. C'est très compliqué. L'Europe, hein, on retourne en Europe. Je pense que là, c'est ça que ça va finir. Très compliqué. Voilà pour les flops. Messieurs, on passe au pronostic parce que ça fait longtemps. Ah oui, ma rubrique préférée. Allez, on est parti. On part sur les 7 prochains matchs. Non, on avait dit quoi? Les 5 prochains. Les 5 prochains, ouais. Donc, qui sont? Réception de Dallas. Mercredi, je serai là pour live tweet. Déplacement à Portland. Réception de Toronto et de Minnesota. Et déplacement Kings. Mais viens, on innove. On fait match par match. Match par match. Allez, mais on fait ça rapidement. Sur le papier. Allez, c'est parti. En avant. Alors, je démarre pour Lakers Mavericks. Ouais. Vas-y. Moi, je vois une victoire des Lakers. Pareil. Lakers aussi. Ok. Portland, déplacement. À Portland. À Portland, ouais. Défaite. Putain, c'est le mois de défaite aussi. Allez, victoire. Je suis chaud. Putain. Non, ouais, t'es ambitieux. Hein. Tac. Ils ont un arrière moins beau que Gary Harris. Toronto. Réception de Toronto. Défaite. Défaite aussi. Pareil. ça plus exactement. Réception des Minnesota. Allez, victoire, par avec une lueur d'espoir, mais j'y crois pas, tu vois. Victoire pour moi. Victoire aussi. Je suis ambitieux, dis donc. Attention, déplacement à Sacramento. Putain, victoire obligatoire. Je sens obligé de dire victoire. Et j'en rajoute un 6e quand même parce qu'Atlanta c'est en back-to-back. Je pense qu'on n'aura pas à enregistrer le pod d'ici là. Réception d'Atlanta. Victoire. Ouais, victoire quand même. Ouais, ils sont nuls, Atlanta, non? Si, ils sont nuls. Totalement. Ouais, ça joue très très vite comme nous. Non, c'est vrai. Au niveau du pace, c'est les premiers de la ligue dans le pace. Ça va finir sur un 150-145 là, je pense. Ouais, c'est ça. C'est possible, clairement. Oula, je suis vraiment trop optimiste. Donc ça fait 4-2 pour Adrien, 4-2 pour Nas et 5-1 pour moi. Je le sens très très mal là. Ouais. Ah ouais, non mais 4 défaites, hein? Ou 4 victoires? Il a mis 5 victoires, Clément. Ah, putain, t'as mis 5 victoires. Putain. Ah ouais, je suis chaud. Sur les 6 prochains. Après la désillusion contre Minnesota. J'espère que ça va leur mettre un coup de pied dans le cul enfin, surtout dans un coup de pied dans le cul de Walton, plutôt. Mais bon. Ouais, c'est ça. On verra. Stephenson est là pour nous sauver. Ouais. Un mot de la fin, messieurs, avant de se dire au revoir. Je te laisse, Adrien, si tu veux. Non, j'ai pas de. S'il vous plaît, qu'on gagne contre les Kings. Voilà, c'est ça mon mot de la fin. Il faut gagner contre les Kings. Moi aussi, je veux vraiment qu'on tape les Kings. Et puis sinon, un petit mot rapide pour vous dire que ça fait plaisir de recommencer cette saison de podcast. On va essayer d'en faire le plus régulièrement possible. Merci à vous tous de nous suivre sur Twitter comme toujours. C'est vrai qu'on en dépit de tout ce qu'on lit sur les Lakers France, les méchants Lakers France,
notre compte a de plus en plus de gens qui nous suivent, de gens qui réagissent avec nos tweets, etc. Et ça fait plaisir. Et voilà, je voulais en tout cas tous vous remercier, ceux qui nous écoutent, et puis ceux qui nous aiment pas, qu'ils aillent se faire foutre, j'en ai rien à foutre. Et puis voilà pour moi. Moi, je vais finir ce podcast par une réponse à une question. Tiens, on a eu une question qui disait, attention, ça existe encore les podcasts? Du coup, la réponse c'est oui. Voilà. Allez, bonne soirée, messieurs, à la prochaine. À la prochaine, ciao. Bonne soirée, à bientôt.